Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation et au centre une figure majeure de l'anticolonialisme, psychiatre, essayiste, Frantz Fanon, puisque c'est à son biopic Dans les salles demain que mes deux invités du jour se sont consacrés. Elle est comédienne, découverte avec le bouleversement qui va avec dans L'Enfant des frères Dardenne, vue aussi dans Le premier jour du reste de ta vie, La tourneuse de page, Maestro, que je ne me lasserai jamais de citer ici, Populaire, Un beau dimanche, L'autre continent et désormais Fanon, dont elle incarne l'épouse, Josie. Il est réalisateur de Negmaron, du Gang des Antillais, de la mini-série Tropiques amers et de Rose et le soldat. Bonjour Déborah François, bonjour Jean-Claude Barny. Bonjour. Et merci à tous les deux de passer par ce studio. Merci beaucoup. On va évidemment parler de Fanon, que je le rappelle, qui sera dans les salles demain. Et sans vouloir être sentencieuse, puisque je m'inclus très largement dans ceux qui pourraient se dire Fanon, laissez-moi réfléchir. Et raison de plus pour rester. Question que je pose souvent ici, veille de sortie, ça veut dire stress maximum ou plus, ou la hâte prend le pas? Moi, ça veut dire stress maximum, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. On essaye avec le temps, avec les années qui passent, de stresser un petit peu moins. Mais là, voilà, vous m'avez posé la question, tout d'un coup, j'ai les mains moites. Désolée. Jean-Claude, stress aussi. Pareil, je veux dire, non, mais là, c'est une belle sortie, c'est une grande sortie, c'est un film important pour nous, et donc il y a encore plus d'enjeux que les autres projets. Donc, je vais me cacher derrière Déborah et je dis, ouais, super stress. Mais alors, ceci étant dit, le film a été présenté en compétition officielle au festival de Marrakech. C'était en décembre dernier. J'imagine que vous avez quand même été déjà un peu rassurés sur les premiers retours. Oui, on a été rassurés sur les premiers retours. Et puis, on sait ce qu'on présente au public. Donc, on n'a pas peur de ça c'est certain. Après, c'est pas forcément le même public qui va venir le voir en France ou qui allait le voir à Marrakech. Je pense que là-bas, on connaissait plutôt bien, en tout cas, la figure de Frantz Fanon, ce qui va être moins le cas en France. Donc, on va peut-être avoir des retours aussi de gens qui découvrent vraiment cette figure historique. Non, et puis je pense qu'il y a tout aussi ce public qui va être vraiment un public de salle. Là, c'est maintenant des entrées payantes, le public très ouvert. Et nous, malgré qu'on a eu pas mal de belles avant-premières, là, c'est vraiment le vrai jugement. Je veux dire que dans les festivals, les gens te disent toujours un peu, te caressent dans le sens du poids. Ce que je pas dis, toujours. Non, voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une sorte d'aura de protection de gens festivaliers qui sont là pour quand même découvrir avec une vraie curiosité. Là, maintenant, on est face à la salle et ça pardonne pas. Et là, il y aura peut-être le vrai bouche-oreille. Bon, on va arrêter avec le facteur stress. Tout de suite, il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans vos quotidiens respectifs ? Alors, moi, j'ai des vraies angoisses dans la vie. Je vous partage un petit peu ma vie comme ça, je suis là sur le plateau. C'est un peu moi qui ai lancé en même temps sur le dossier le stress. Donc, je suis quelqu'un de plutôt angoissé dans la vie. Donc, par exemple, je ne voyage jamais, vous le voyez ici devant moi, sans mon casque. Donc en général, j'ai des podcasts ou des documentaires dans les oreilles. Mais c'est vrai que parfois, je mets de la musique surtout pour m'énergiser ou parfois pour préparer des scènes, pour me mettre dans un certain état émotionnel. Ouais. Non, je pense que si on fait un ratio, la musique prendrait presque 70% de mon temps. Non, c'est vraiment... c'est énorme. C'est matin, midi et soir. Et puis, c'est aussi une énergie, c'est aussi un art de vivre. La musique, c'est un continuum sur lequel on fait tout mélodiquement, quoi. On se parle de façon mélodieuse. Il y en a beaucoup dans le film, d'ailleurs. Ouais. Le score sur Radio Nova. Marvin Gaye sur Nova, Where Are We Going? Et toujours en compagnie de Jean-Claude Barny et Déborah François, venus nous parler de Fanon, qui sera dans les salles demain. Frantz Fanon, psychiatre français originaire de la Martinique, vient d'être nommé chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie en 1953. Bande annonce. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Pas le droit de se défiler. Et enfin une chance que ça change ici. Les méthodes de Fanon vont évidemment contraster, le mot est faible, avec celles des autres médecins dans un contexte de colonisation.
quand et comment est-ce que tous les deux, vous avez découvert l'œuvre de Fanon, on ne va pas se le cacher, qui est un auteur, un grand homme, mais qui est assez invisibilisé dans la culture populaire? Moi, j'ai découvert Fanon, je vais avoir 17 ans. Ouais. C'était quelque chose d'assez clair. La bibliothèque d'Argenteuil, Robert Desnos. Pardon. Et c'est vrai que dans cette bibliothèque, il y avait évidemment beaucoup d'ouvrages militants, dont les œuvres de Martin Luther King, Malcolm X, et puis il y avait ce fameux bouquin Peau noire, Vesque blanc, et qu'on m'a mis dans les mains. Et à vrai dire, le jour que je me suis vraiment penché dessus, une première lecture, ça a été d'abord une vraie découverte, comme Sons of Big Bang. Et puis, c'est vraiment en longueur du temps, quelques années plus tard, que je me suis remis dessus, puis j'ai vraiment compris toute la pensée et la force de Fanon. C'est d'abord un ouvrage qu'on lit, on sent qu'il chamboule quelque chose en vous, mais de passer à l'état de lecture et à l'état d'action, c'est quelques années plus tard. Et c'est déjà avec l'idée, en le lisant, que peut-être... Déjà, oui, peut-être que moi, de ce que je suis, il y a une construction. Donc ça, c'est peut-être de l'immédiateté. Et ensuite, plus tard, on comprend que ce personnage vous construit dans le quotidien, dans ce que vous faites artistiquement. Ouais. Pour moi, c'est ça qui a été moins très fort, c'est que quand j'écrivais mes autres projets, je sentais que sa pensée me faisait travailler dans un sens ou dans un autre. Et je me dis, c'est trop fort. Il y a quelque chose à faire demain de cette œuvre qui devrait peut-être passer à l'œuvre cinématographique. Ouais. Déborah, votre découverte? Moi, ça a été vraiment en rencontrant Jean-Claude, parce que c'était une figure que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'en le lisant, je me suis demandé comment ça... j'ai halluciné, en fait. Je me suis demandé pourquoi il n'est pas reconnu, pourquoi il n'est pas dans notre panthéon beaucoup plus public, en fait. Ça devrait être quelqu'un qui est beaucoup plus connu que ça en France. Il se trouve que moi, je suis belge aussi, donc j'ai pas fait mes études en France, mais j'ai l'impression que même si j'avais fait mes études ici, on m'aurait pas vraiment parlé de la période algérienne, de l'Algérie française, de la colonisation de l'Algérie, et qu'on m'aurait pas non plus parlé de Frantz Fanon. Alors que quand j'en parlais à des amis américains, ils ont tout de suite reconnu Fanon. En fait, j'ai commencé à leur raconter l'histoire comme je le faisais avec mes amis français qui me disaient toujours « Mais attends, c'est qui déjà Frantz Fanon ?» Et là, mes amis américains, j'ai commencé à leur raconter. Et tout d'un coup, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu nous racontes l'histoire ? C'est l'histoire de Frantz Fanon. Enfin, pourquoi tu nous donnes pas son nom directement ?» Et j'étais super étonnée. Et je leur ai dit « Mais comment ça se fait ?» Ils m'ont dit « Mais enfin, Déborah, comment est-ce que tu ne le connais pas ? Il y a Martin Luther King, Malcolm X et Frantz Fanon. Enfin, pour eux, c'était évident, quoi. » Jean-Claude, vous dites aussi que votre découverte de Fanon a été d'une certaine manière associée à la découverte de la musique noire. C'est vrai. C'est dans ces années-là où la musique noire rentre en banlieue, et puis c'est la soul, la funk, et pas encore le hip-hop. Et c'est vrai que ça converge aussi à des musiques très militantes sur la discrimination, et aussi le fait que ces artistes, on parle évidemment de Aretha Franklin, de James Brown, c'est une littérature qui est conjointe à la musique. Et ces deux mouvements, des fois s'entrecroisent, se citent aussi. Et pour moi, c'est aussi un balancier par rapport à l'endroit et puis les informations que j'avais d'une musique plus populaire, mais qui était plus orientée variété française. Mais d'ailleurs, c'est pas inexact de dire que la musique s'est emparée beaucoup plus rapidement de ces sujets-là, de ces réalités-là, que le cinéma ou peut-être la littérature aussi. Ouais, totalement. Puis la musique, c'est un média qui est beaucoup plus populaire. Donc la littérature appartient quand même... Et puis ce sont comme des auteurs intellectuels. Donc je pense que oui, la musique a beaucoup plus popularisé les luttes civiques ou anticolonialistes que la littérature. On peut sans doute aussi se permettre beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite en musique qu'en cinéma. C'est vrai qu'en cinéma, c'est des projets qui prennent beaucoup plus de temps, alors que les artistes qui font de la musique peuvent souvent être beaucoup plus autonomes. Le score sur Radio Nova. Nova. J'ouvre des guillemets et je répète, mon histoire est écrite par Frantz Fanon et par Sankara. On y arrivera malgré les différences et les enclaves. C'est l'histoire d'un peuple au cœur de rois, au sang d'esclaves. C'est ce qu'écrit Youssoupha dans cette chanson. Est-ce qu'avec le film Fanon, il y a aussi la démarche de raconter ce passé colonial pour éclairer le présent et peut-être, dans un vœu pieux, essayer d'amender le futur? Non, la démarche que nous avons, c'était aussi de faire un film contemporain. Ça, c'est sûr qu'il ne fallait pas le laisser dans les années 57, 60, et le laisser aussi dans ce contexte de la colonisation française en Algérie. C'était aussi parler à une nouvelle génération qui aussi n'a pas lu Frantz Fanon, mais qui vit dans un contexte aujourd'hui où il a besoin d'outils pédagogiques. Actrice, réalisateur, c'est aussi le bien commun, quoi. C'est travailler ensemble pour pouvoir offrir, en tout cas, à travers le cinéma, notre engagement. Oui, évidemment. Alors, puisqu'on parlait aussi de musique, parce
j'aime m'y attacher. Le film s'intéresse à une période très particulière de la vie de Fanon. C'est certes le moment où il est en poste là-bas, mais c'est aussi le moment où il écrit Les damnés de la terre. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là précis que vous avez décidé de vous intéresser ? En fin de compte, je suis un cinéaste et je pense que parfois, il faut aussi savoir qu'on a des spectateurs et il faut rendre les choses digestes. Ouais. C'était peut-être un des moments les plus visuels. Aussi, absolument. Et puis, arriver là, c'est aussi la rencontre de son destin. Et le fait de rendre, comme tu dis, ce moment fort visuellement, ça nous permet d'être embarqués et puis de rendre la chose beaucoup plus puissante. Puis c'était sans doute aussi une des façons de pouvoir aborder vraiment son côté, la figure de la psychiatrie en fait qu'il a été, le fait qu'il ait changé, révolutionné complètement la psychiatrie à ce moment-là. Et c'est des théories qui ont été reprises, mais bien après. Ouais. C'est-à-dire que les conséquences de son travail à Blida, malheureusement, ont été rapidement effacées quand il est parti. Et c'est des méthodes qu'on a réutilisées, évidemment, après. Et puis, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. Juste le début de l'international. Il y a quand même une... Total. Mais c'est hyper... oui, mais c'est hyper moderne. Non, mais en plus, remis en contexte et en perspective, c'est quand même... tout était là pour qu'on s'intéresse à cette grande figure-là, en fait. Dans le contexte actuel, c'est hyper important. C'est un écho de veille de vient. Au moment du récit, Fanon a déjà publié Peau noire, masque blanc, une analyse d'un point de vue psychologique de ce que le colonialisme a laissé en héritage à l'humanité, et ceci en partant du rapport entre le noir et le blanc. Est-ce que ça a été la matrice de votre scénario coécrit avec Philippe Bernard ? Totalement. L'idée, c'était vraiment de faire partir Fanon avec tout ce qui était d'avant, c'est-à-dire l'écriture de Peau noire, masque blanc, donc qui vient charger, et aussi chargé d'un passif, ses petits-fils esclaves, et aussi... post-colonial, mais aussi il rencontre aussi l'action forte de ce qu'est aujourd'hui la colonie française en Algérie, mais c'est aussi le dépasser en le réhabilitant entre médecins et psychiatres. Et l'idée, c'est aussi de prendre Les damnés de la terre comme une écriture qui fait la longueur, qui s'écrit à la longueur du film. Et c'est là où je trouve qu'on a été assez judicieux, c'est qu'on a mis en image cet ouvrage. Oui, et moi, Peau noire, masque blanc, c'est quelque chose qui m'a aussi, au-delà de m'apprendre des choses, qui m'a servi de base vraiment. Je me suis raconté que c'était une conversation en fait qu'ils avaient eue entre Josie et Franz. Parce qu'elle est impliquée à sa manière dans l'écriture. Oui, elle est impliquée dans l'écriture. Ils parlaient énormément. C'était 2 militants tous les deux. Ouais. Elle a continué à être journaliste pendant toute sa vie. Après, elle a toujours été du côté des oppressés. Elle a joué un rôle en Afrique du Sud. Elle a interviewé Che Guevara. Donc, je me suis dit que c'était vraiment une conversation qu'ils avaient eue aussi entre eux. Que la première personne qui avait eu accès à cette pensée et qui avait aidé à la structurer, c'était Josie. Au-delà, on le disait, d'avoir théorisé l'impact désastreux de la colonisation, le fait qu'il soit psychiatre, est-ce que ça a eu une incidence particulière sur le récit ? Totalement, parce que la psychiatrie au ciné, c'est quelque chose de très particulier. Totalement, et puis c'est ce qu'on a mis en image. L'idée, c'était vraiment, et ça, je voulais dès le début du projet, c'est que je voulais vraiment que le spectateur, quand il rentre dans la salle, c'est qu'il ait une analyse profonde avec notre interaction. C'est-à-dire qu'on rentre pendant 2h17, vous avez... ce rapport que Fanon vous propose, et ça chamboule. Il y a des choses sur lesquelles ça devient uticaire. Il y a vraiment quelque chose sur lesquelles nous, en termes d'image, on voulait accéder. C'est la pensée du spectateur. Parce qu'il faut quand même bien dire que l'empathie n'est pas nécessairement une valeur qu'on montre beaucoup à l'écran. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Oui. Non, c'était important. C'est vrai que bien sûr, il y a un enjeu de ce côté-là Absolument. aussi. Il y avait quelque chose, fallait aller vraiment toucher des rapports humains, d'autant plus pour une figure qui est un philosophe, donc qui est peut-être un petit peu plus lointain comme ça dans notre idée. Il fallait pas que ça reste qu'un théoricien. C'est quelqu'un qui a théorisé des choses, mais parce qu'il a vu des gens vraiment et que c'était terrible. Les gens étaient attachés par terre, déshumanisés. Ils étaient complètement déshumanisés. Tous les gens en psychiatrie étaient déshumanisés, et en plus en Algérie, il y avait en plus vraiment cette ségrégation entre les patients blancs français et les patients algériens. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Le biopic comme exercice, on en a vu pas mal, c'est un genre en soi. Est-ce qu'il y a des écueils que vous avez essayé d'éviter, ou en tout cas est-ce que vous y êtes allé avec des bornes en vous disant voilà, moi je sais que
Je veux pas un trajet habituel. Je dirais que Déborah pourra mieux en parler parce qu'il y avait la facture du scénario. Et puis, on voulait, je pense, dans cette aventure, proposer autre chose. On savait qu'il y avait évidemment des codes du biopic sur lesquels on devait y passer sur 2-3 séquences. Mais on voulait se débarrasser de cette stature pour raconter quelque chose de plus humain, de plus profond et d'être dans des propositions très artistiques et puis avoir un autre univers à nous. Et je pense que c'est là, on a pas mal réussi notre examen de passage. Fanon, c'est Fanon. Et je pense que beaucoup de gens attendaient vraiment profondément sa pensée, ses textes et tout. Mais avec le travail qu'on a fait... je fais ça parce que Déborah va très bien que je parle. Jean-Claude fait un geste de clavier. Tout à fait. Et ça a rythmé énormément, évidemment, le rythme du film. Ouais. Oui, il fallait vraiment les incarner et les rendre beaucoup plus humains parce qu'en fait, ce qui était particulièrement difficile avec ce couple, c'est qu'il n'y avait pas énormément d'images, en fait. Moi, par exemple, j'ai vraiment eu 3 photos de Josie Fanon, dont une seule où elle est jeune. J'ai eu un document, grâce à Jean-Claude, d'ailleurs, j'ai eu un document audio où j'ai pu entendre sa voix pour la première fois, mais elle était aussi dans la dernière partie de sa vie. Et les images qu'on avait de Frantz Fanon, c'était des images où il était toujours assez sévère, dans son rôle vraiment de psychanalyste, dans un rôle d'homme très intellectuel. Et il n'était pas tout le temps comme ça. Enfin, voilà, il avait une vie de famille, en fait. Il avait une vie de couple aussi. C'était aussi un homme qui aimait énormément les femmes, et les femmes l'aimaient aussi énormément. Donc, il y avait tout ce côté charnel, en fait, sur lequel on n'arrivait pas à mettre le doigt juste avec les archives. Donc ça, il a fallu qu'on le recrée. Mais il y a quelque chose qui passe aussi par la voix. Je trouve que votre Fanon a quelque chose malgré la violence de l'environnement dans lequel il est, quelque chose d'extrêmement calme, d'extrêmement posé, de l'importance de trouver le bon comédien, j'imagine, en l'occurrence Alexandre Bouillet, dont c'est le premier grand rôle. J'imagine que ça, c'est pareil, ça a dû être un enjeu colossal que de trouver la personne adéquate. Il fallait avoir une vraie stature, il fallait aussi quelque chose qui casse un peu les codes du cinéma dans lesquels on était embarqués. Il fallait l'identifier, moi je ne l'avais pas encore identifié, et puis c'est comme tous ces... personnages qui sont venus vers nous, et puis Alexandre était parmi pratiquement les dernières personnes sur lesquelles j'avais envie de caster. Il était proposé par Sylvie Brochère, et puis quand elle m'a dit non, mais il y a encore du réservoir, pas la peine de chercher ailleurs. Et puis voilà, elle m'a fait rencontrer Alexandre, et puis c'était vraiment un vrai coup de foudre. Je pense que dès qu'on l'a vu, on a su qu'il avait vraiment, en tout cas, le charisme et aussi cette stature pour incarner Frantz Fanon. Et Déborah, Josie Fanon, elle a ceci de particulier, c'est à la fois une femme qui est en opposition avec les valeurs extrêmement rétrogrades de l'époque dans laquelle elle vit, mais c'est aussi une femme de son époque. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un équilibre à respecter sans être ni anachronique, ni vraiment trop douce. Oui, absolument. Mais pour ça, par exemple, l'archive audio que j'ai eue, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur Josie, comme quoi c'était pas une femme qui était dans la douceur et dans le béni oui, pas du tout. Après, effectivement, c'était une époque, donc il fallait le faire d'une certaine façon. En fait, c'est surtout ça. Mais nous, les femmes, on a toujours, dans toutes les époques, été habituées à faire les choses d'une certaine façon pour qu'elles se fassent. Donc, ce n'était pas un problème. Je vois pas du tout. Par exemple, des règles de société. Donc voilà. J'entends. Mais avec Jean-Claude, par exemple, on a voulu ajouter des petites choses, des petites choses qui racontent que c'est une femme qui boit du vin, c'est une femme qui fume des cigarettes, c'est une femme qui parle énormément à son mari, qui n'a pas de filtre. Oui, elle fume énormément. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, c'était mal considéré. Mais c'est une femme qui a tous ces petits détails-là qui racontent qu'en fait, c'est une femme aussi qui a énormément, qui s'est beaucoup plus promenée, par exemple, en Algérie que Frantz Fanon, puisque Fanon il travaillait énormément, il était à l'hôpital énormément, et elle a vraiment rencontré les locaux. Donc il fallait, avec la place qu'on a dans le film, évidemment, on ne peut pas faire un film de 4 heures non plus, mais c'est vrai qu'elle est souvent seule. Et ce n'est pas montré comme un enjeu dramatique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas délaissée pour autant. Exactement. Elle a une existence propre. Absolument, et elle est d'autant plus isolée parce que elle détonne au milieu des femmes de médecins. Il y a un racisme qui est jeté à la tête de Frantz, mais qui est aussi rejeté par ricochet à sa tête à elle, parce que ce couple mixte, finalement, à l'époque, choque énormément. Donc c'est vrai qu'elle est très à part par rapport aux autres femmes de médecins. Et d'ailleurs, ça lui plaît beaucoup. C'est la seule des femmes de médecins qui va au marché à pied, qui adopte un petit peu plus les codes vestimentaires
de l'époque, qui se met en pantalon parce que c'est quand même plus facile pour aller au marché. Enfin, voilà, c'est une femme assez moderne. Jean-Claude, vous dites de Déborah, lorsqu'elle dit le texte, c'est comme si elle composait une mélodie en utilisant toutes les touches du piano. On en revient à l'importance de la musique. Donc. Oui. Non, je dis ça parce que c'est vraiment un cadeau, Déborah, pour un metteur en scène. C'est aussi quelqu'un qui connaît énormément les répliques, les scènes, et puis celles des autres. Et puis, c'est aussi une chose pour moi, en tant que metteur en scène, de trouver des gens qui subliment les personnages. Ouais. Et vous l'avez entendu, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on tombe d'accord, mais elle rajoute encore autre chose qui est imperfectible pour nous. On rentre dans le texte, mais on rentre pas forcément dans le personnage. Et ça, pour nous, ça nous amène aussi à réfléchir encore plus vite pour justement être à la hauteur et pour pas la laisser justement un peu seule sur le terrain, quoi. Donc on s'appuie nous humblement sur des choses qui s'appellent la lumière, qui s'appellent le cadre, qui s'appellent le décor, et puis on essaie d'apporter encore plus de magie. Et ça, je pense qu'avec beaucoup d'humilité, c'est ce que Déborah et Alexandre et puis d'autres comédiens ont apporté le film. C'est qu'ils ont rempli mais tellement les décors que nous, à chaque fois, on est obligés de rajouter des petites choses dans les accessoires pour leur donner cette vie, parce qu'elle a dit, il faut les rendre vivants. Et puis derrière, il faut attraper des choses, des cigarettes. Une cigarette, est-ce que vous avez un briquet d'époque? Quelqu'un a un briquet d'époque? Donc on va chercher tout ce qu'ils ont besoin pour que la vie se fasse. Et puis je pense qu'aujourd'hui, ceux qui vont aller voir le film, ils vont voir un film humain. C'est vraiment parce que il y avait vraiment de leur part quelque chose d'impliqué. Mais moi j'ai senti comme ça, Déborah. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui dépassait le film. C'est dépasser le film, c'était implicitement quelque chose qui était de la nature humaine d'aujourd'hui pour partager au plus grand nombre. Le score sur Radio Nova. On parle de Fanon qui sera dans les salles demain. Et Déborah, je voudrais revenir au discours de la présidente des Magritte 2025, ouvrez les guillemets. Alors qu'on assiste à une polarisation des discours, l'espace de dialogue entre nous se réduit. Ceux qui parlent le plus fort sont ceux que l'on a tendance à entendre. Le cinéma est politique, il ne peut se soustraire à la société dans laquelle il évolue. Est-ce que quand on tourne dans un film comme Fanon, de fait, on met en accord sa pensée avec ses actes? Oui, absolument. Absolument, c'était particulièrement important pour moi d'avoir la chance en fait de participer à ce projet. Et vraiment qu'il y ait quelque chose qui ramène en fait les gens à cette histoire de Frantz Fanon, qui les amène vers son œuvre. Et effectivement, j'ai l'impression que qu'on vit une époque où on a tendance à se perdre un petit peu dans le bruit des gens et à favoriser les gens qui parlent le plus fort, les gens qui ont une expression qui est sans doute beaucoup plus agressive. Ça doit venir des réseaux sociaux, c'est les algorithmes qui nous poussent les choses qui sont les plus scandaleuses. Mais en fait, ça représente pas une très très grande partie des gens en réalité. Mais c'est dangereux parce que ça peut en convaincre plein. Donc ce genre de film, aujourd'hui, c'est hyper important pour moi, de pouvoir participer très modestement, parce que moi j'arrive comme comédienne tout à la fin du projet, quand c'est déjà écrit, quand ça a déjà été pensé par une réalisatrice ou un réalisateur, en l'occurrence. Mais j'étais vraiment ravie que Jean-Claude puisse me proposer ce projet-là, parce que c'est important pour moi de faire aussi des projets qui sont alignés avec ma philosophie. En fait, c'est pas une question d'orientation politique, c'est vraiment une question de philosophie. Oui, et moi, j'essaye d'être quelqu'un d'humaniste et du coup de participer à des films qui le sont aussi, même si je pense profondément aussi que le cinéma doit rester un divertissement. Non, mais il y a une vraie différence entre être humaniste et prosélyte. Ce sont deux choses complètement bien sûr. décorrélées. Et puis, je pense qu'on peut divertir les gens et leur apprendre des choses en même temps, en fait. Et en ça, je trouve que la parole de Fanon est extrêmement apaisante au sein du film et après à lire de la même manière. Et alors, je trouve que le film met aussi en exergue quelque chose dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait jamais trop le définir, c'est la convergence des luttes. Parce qu'il y a plusieurs enjeux pour Fanon, c'est-à-dire qu'il est lui-même encore victime de racisme. Et en même temps, il va être impliqué dans une autre lutte que la sienne et qui va devenir presque plus grande que celle qui est en cours pour lui. Non, mais je pense que c'est l'expertise de son vécu qui fait qu'il arrive aussi à comprendre celui qui est soumis à une discrimination. Je pense toujours que c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer, qu'il n'y a pas mieux d'une expérience pour mieux la combattre. Et Fanon en est la preuve même, c'est-à-dire que son discours tient vraiment de son passif et aussi son humanisme tient parce qu'il la réclame pour les autres. C'est-à-dire qu'il fait en fait compte de ce qu'on voudrait qu'on fasse pour lui, quoi. Et dans ce film-là, en tout cas, on essaie de faire vraiment la démonstration très concrète par l'image
que, en fait, compte que si jamais derrière il y a quelqu'un qui vous ostracie ou qui vous discrimine, la première façon, c'est pas lui rendre, c'est de comprendre. Ouais, c'est de comprendre vraiment ce qui le pousse traumatiquement ou dans sa psyché à vous discriminer. Un opprimé n'est pas destiné à devenir un oppresseur. Tout à fait. Ouais. Non, mais c'est hyper important de l'entendre. Mais pour ça, il faut pouvoir déconstruire effectivement la pensée et comprendre effectivement les mécanismes qui sont à l'œuvre. Est-ce qu'il y a peut-être aussi l'idée avec ce film, alors je sais, ça parle de grandes ambitions, mais de remettre à la place qui lui est due Fanon dans le grand récit national ? En tout cas, moi je pense de le faire connaître plus, de vulgariser. Le cinéma, c'est aussi ça, c'est une forme de vulgarisation pour faire comprendre une pensée qui est peut-être un peu plus technique à aborder si on l'aborde de prime abord comme ça, pendant qu'on n'est pas dans des études de littérature, etc. Je pense qu'un film fait passer des idées d'une façon beaucoup plus claire et peut-être beaucoup plus accessible, en fait, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a un public particulier que vous souhaiteriez toucher avec ce film ? Moi, je vous le dis honnêtement, alors, j'ai pensé aux scolaires. Oui, vraiment, quoi. Principalement aussi, mais bien sûr. Non, c'est un outil pédagogique, mais moi, dans cette œuvre-là, c'est vraiment aussi... vraiment, il y a aussi un défi. Moi, il y a un défi de cinéaste, un défi aussi de pouvoir aussi faire un métier dans lequel je m'embarque et qui me donne une matière forte. Et Fanon, c'est ça, c'est aussi le défi de s'approprier une grande figure et puis de voir comment on va la mettre en image, comment on va la rendre la plus populaire et aussi la plus excitante. Hein. Oui, et puis il y a une question de représentativité aussi. C'est hyper important, en fait, d'avoir des écrivains... des théoriciens martiniquais, des Français noirs, qui sont au Panthéon, en fait, tout simplement. Alors, je parle de scolaire, je précise néanmoins qu'on parle aussi d'un grand film de cinéma. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ce que je veux dire, parfois il y a des films... c'est parce que c'est une première approche. Il y a des films dont le propos peut parfois étouffer l'ambition. Là, c'est pas le cas, en fait. On est dans la clarté. Aligné. On est dans la clarté, mais aussi, et je retiens un peu tout ce qu'on dit, c'est que pour moi, le film d'envergure, d'ambition n'empêche pas le film conscient. Et c'est ça qu'on essaie de réunir. C'est ce que dit Déborah, c'est être aligné et à la fois faire un métier de divertissement. Et ça peut ouvrir le débat. Et ça va ouvrir le débat, c'est sûr. C'est Fanon. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Déborah François et Jean-Claude Barny. Vous noterez que cette fois, je n'ai pas mélangé vos deux noms, ce qui est quand même plutôt mieux. J'aimais bien la chimère, moi. C'était pas mal. Je crois que je suis partie sur Débory. Oui, voilà. Débory Barna. Bonjour. La fatigue, vraiment. Je m'excuse platement. Je voudrais qu'on revienne un instant sur vos parcours respectifs. Je me suis demandé, avec tout ce qu'on s'est dit d'ambition de cinéma, comment elles sont nées, vos envies de cinéma ? C'est venu très tôt, très jeune. Déborah, forcément, vous avez commencé très jeune. Je crois que tout le monde en précocité. Oui, j'ai commencé jeune. J'ai fait mon premier film quand j'avais 16 ans et demi. Donc, c'est ce qui est venu en premier, c'est vraiment... Et quel film L'Enfant des frères Dardenne, qui avait reçu la Palme d'Or en 2005. C'est vrai que oui, c'était des envies, mais en fait, c'était pas une envie de cinéma. C'était vraiment une envie de jeu. J'ai toujours eu envie... au départ, j'avais envie de monter sur les planches, de faire du théâtre... J'ai toujours eu envie de faire des personnages. En fait, je suis quelqu'un de très timide. Et du coup, je pense que c'est vraiment... ça a l'air con comme ça, mais c'est vraiment ma thérapie. C'est vraiment ma façon de faire venir les gens vers moi, en fait. À force d'y réfléchir pendant les années, je pense que c'est vraiment ça. Je suis trop timide. Ça me coûte trop de faire le pas vers l'autre. Donc, j'ai trouvé un métier qui fait que les autres vont normalement faire un pas vers moi. Et vous, Jean-Claude ? Déjà, c'est une grande admiration d'avoir des gens comme Déborah auprès de... Non, je dis, parce que ça, en fait, quand nous, on est là, on a envie de faire des films, mais il y a des gens qui sont clairement dans le métier et qui réussissent et qui aussi tracent une ligne. Mais tu vois, ça a marché, t'es venu vers moi. Oui, mais je savais pas... Mais c'est ça, en fait, quand c'est que Déborah... a bien fonctionné. Alors, pour être très clair, Déborah, on la voulait. Ouais. Déborah François, on la voulait dans le film, parce qu'évidemment, c'était une personnalité qui était totalement... en phase avec l'endroit où on voulait aller. Et c'est vrai que quand on construit un casting, on essaie de choisir vraiment... Surtout un film comme Fanon, on choisit vraiment la personne qui est la plus juste, la plus précise pour que ce film ait de l'aura. Et quand on s'est proposé de trouver une Josie, on a supplié Madame. Oui, quand il y a une lutte à mener, appelez-moi. Madame, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Et puis, mon parcours, il est fait de mélange, d'attitude, de musique, d'envie, de rencontres. Vous avez été comédien à un moment. Alors moi, j'étais un faux comédien, quoi. Moi, j'essayais de faire... comédien par accident, vous voulez dire ? J'étais de stratégie de survie pour rester dans le métier. Non, mais j'ai fait la régie. Je voulais apprendre
comment il est resté. Et donc, du coup, tout ce qu'on me proposait, je dis, attention, ça peut revenir comme un boomerang après des années. Non, là, je suis bien installé. On sait jamais. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de rester dans ce métier-là et puis tout apprendre. Et puis voilà, et puis pote après pote, rencontre après rencontre m'ont permis justement d'accéder à un moment à ma réalisation et puis à mes thématiques. Mais je suis vraiment tout le temps admiratif par des gens comme toi, comme Olivier, comme toi, qui vraiment sont... Olivier. Gourmet, pardon. Oui. Non, mais qui à un moment... Qui est dans le film. Non, mais vraiment, vous savez, même Stanislas, qui sont à des moments de leur carrière, et à un moment, vous venez avec un projet et ça fait encore écho. Et puis, tout d'un coup, tout s'emballe. Tu vois ce que je veux dire, tout. Mais pour nous, tout s'emballe. Parce que si disons, on retourne... Et donc, voilà. Donc, c'est en même temps la remercier de nous avoir dit oui, parce que ça a été rapide et puis ça a été super beau. Et voilà. Et puis, de l'avoir à côté de moi, je dis, bon, là, on a bien fait le boulot parce qu'elle est encore là. Et puis, heureusement que je ne savais pas au moment où on a tourné que Jean-Claude avait été comédien, parce que sinon, je l'aurais forcé à faire un rôle dans le film. J'aurais dit, c'est pas le père de Fanon qui débarque à un moment donné. Non, mais j'ai été 2 fois. Et j'ai été 2 fois par procuration parce qu'il y avait un qui n'était pas là. Et tu m'as dit, tiens, c'était dans Métis, hein, c'est ça? Dans Métis. De Mathieu Kassovitz. Mais c'est ça. Parce qu'il n'était pas là et puis j'étais à côté. Voilà. L'acteur qu'on appelle quand les autres sont pas là. Exactement. Voilà. Ce qui ferait également un très bon film. Absolument. C'est l'histoire d'un homme que l'on appelle quand les autres ne sont pas là. Et c'était quand même Métis. Pardon. Ouais, c'est pas rien. Non. Est-ce qu'il y a d'autres grandes figures auxquelles vous aimeriez vous atteler? Là, je pense, franchement, je suis arrivé au bout d'une thématique et on a tellement, alors on se le dira peut-être plus tard, mais on a tellement travaillé, tellement bossé, j'ai tellement réappris mon métier, j'ai tellement... Vous savez, ce film m'a ouvert, mais vraiment, vous savez, ça m'a ouvert des portes infinies dans autant de possibilités. Et c'est comme si j'avais atteint, vraiment, j'ai dit devant Déborah, parce que c'est de quoi on parle, mais c'est comme si j'avais atteint quelque chose, un plafond de verre qui a explosé avec vous et que maintenant, je ne sais plus quoi faire. Écoute, si tu veux, on peut continuer l'histoire là où elle s'arrête et suivre Josie jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que ça pourrait faire un très bon film. Mais je crois qu'il y a une comédienne qui serait prête à le faire. Je peux même à réaliser parce que je pense qu'elle a tellement pris le rôle à cœur qu'elle a donné une incarnation à Josie que même l'écriture a pu, même la meilleure des écritures n'a pas pu la dépasser, quoi. Et c'est ça aussi, s'attaquer à des grands comédiens, c'est leur permettre aussi de nous challenger. Hein. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Jean-Claude Barnier et Déborah François. Sachez-le, c'est le moment que redoutent les invités. J'aime bien dire ça, c'est faux en fait. Personne ne redoute rien, tout est très doux ici. C'est un questionnaire sur la musique. La règle est la suivante, il faut idéalement répondre du tac au tac. Et je ne reviens pas sur vos réponses. Très bien. Est-ce que ça vous va? Très bien, je pense que je vais m'appuyer sur JC. On y va. Ah bah, faut répondre chacun son tour. Hein. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre? Alors, j'adore une chanson qui a bercé mon enfance, c'est de Michel Delpech, Les Divorcés. Pas d'une gaieté folle, mais très belle chanson. Non, c'est vraiment, c'était des moments où de nostalgie, ce morceau arrive et c'est, je trouve, magnifiquement écrit. Déborah, une chanson d'enfance? Stu Boy. Ah oui. Ouais. C'était un cheval blanc. Ouais. Il était votre idole. Bah ouais. Et moi, j'avais 12 ans. Ouais, voilà. Une chanson qui symbolise l'adolescence maintenant. Baby One More Time. Sans hésiter. Évidemment, Millennials, baby. Alors moi, je mettrais facilement Staying Alive des Bee Gees. Très bien. Tu fais genre pour être plus classe que moi. Genre. Alors, Bee Gees, Britney Spears, moi, je ne mets pas d'ordre d'importance. Non, vraiment. Non, mais tu vois, il y a 2 générations qui vous parlent. Hein. Ouais, okay, bien sûr. Votre hit de karaoké? Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart, mais bien évidemment. Une soirée karaoké n'est pas complète sans cette chanson. Je sens l'ambition en plus vocale. J'ai vu Marc-André Grondin, qui est l'acteur avec qui je jouais dans Le Premier Jour du Reste de ta vie, faire cette chanson en karaoké d'une façon tellement magistrale que franchement, je peux plus jamais la faire dans un karaoké. Bon, la musique y perd, j'en suis sûre. Ok, très bien. Jean-Claude, votre chanson de karaoké? Alors moi j'ai plutôt parlé de playback puisque c'est ma génération. Donc en playback je mettrais Exodus de Bob Marley. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists? Moi je pense que personne sera surpris de trouver Jenny from the Block dans ma playlist. C'est Jennifer Lopez? Jennifer Lopez, bien sûr. Moi je mettrais un morceau de Justice, peut-être le plus connu.
Ah si, je sais, pardon. Dance, ouais. Je sais ce que les gens sont surpris de trouver dans ma playlist. J'ai énormément de reggaeton. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà, là déjà les doubles réactions. Ouais, ok. Énormément. Et ben justement, le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Bad Bunny. N'importe laquelle, quoi de Bad Bunny, ouais, allez. Oh, alors, qu'est-ce que je peux remettre dans la piste de danse? Je mettrais peut-être un morceau bien funky. Je mettrais peut-être les Whispers. Un marché des Whispers, lequel que je prends parce qu'il y en a beaucoup. Les Whispers. Allez, le titre qui vous fait immédiatement sortir de la piste de danse. Ah. On peut vous laisser en... Ça peut être une intégrale pour vous faire danser, il n'y a pas de souci. On prend tout. Mais ce qui vous en fait sortir maintenant? On fait sortir. Pardon, je suis désolée, du rap. Ouais. Mais c'est pas forcément une réponse méchante, ça peut être aussi sur une non-maîtrise du move, tout simplement. Oui, c'est un truc. Je sais pas comment ça se danse en fait. Je suis pas sûre que ça se danse. Je suis pas sûre que ce soit l'idée. Comment se comporter face au rap? Ça reste une interrogation. Souplesse ou non souplesse? Mouvement de tête ou balançage de tête, je crois, c'est tout. Compas, pas compas. Moi, sortir, il y en a pas vraiment. Peut-être un morceau de Patrick Bruel. Je sais pas comment. Ça me va, vraiment. Je sais pas comment ça se danse. Patrick Bruel. Qu'est-ce qui se passe? C'est le seul mec qui ne danse pas aussi sur Rihanna, mais. Information. Votre chanson de comédie musicale préférée? Ça va forcément être quelque chose de Notre-Dame de Paris. Ouais, ça peut. Ouais. Belle, par exemple? Pas Belle, je pense. Peut-être une chanson avec Fleur de Lys. Chose qui me rappelle des souvenirs. Très bien. Lointain, je précise. C'était avant-hier, vraiment, littéralement. Voilà, alors moi, je prendrais peut-être Juice. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un film très musiqué. Et dedans, évidemment, il y a une playlist qui est une des premières du hip-hop en soi. Très bien. Avec Tupac, c'est pour ceux qui n'ont pas cette référence, mais très bien. C'est un des premiers. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Vous avez le droit de vérifier sur votre téléphone, évidemment. Il est très beau et je vais. Ça va sortir de nulle part, c'est El Graffiti es un crimen. C'est une chanson de rap de la fin des années 90, début 2000, espagnole. Sur laquelle vous ne dansez pas. Donc. Sur laquelle je ne danse pas, mais sur laquelle je remue énormément et j'essaye de chanter tout ce que j'arrive à comprendre. Alors, c'est quelque chose qu'on va peut-être écouter tout à l'heure, mais c'est Sugar Autiste et c'est lui qui a écrit cette chanson qu'on appelle Strawberry Letter. Et c'est lui, il a écrit, je crois, il avait 23 ans, 22 ans, et puis ça marchait pas, et puis on l'a récupéré, et puis les Brothers Johnson ont fait un méga tube, quoi. C'est trop beau. Et c'est une belle histoire. Et c'est un multitalent, un peu à la Prince, qui n'a pas eu le succès mérité. Très bien. Autiste. On va en reparler dans un instant, évidemment. Et enfin, la chanson dont vous avez un mal de chien, vous débarrassez une fois que vous l'avez en tête? Catégorie pénible, évidemment. Mais ça me dérange pas, mais ce serait peut-être les chansons d'Angèle. Il y a quelque chose de super entêtant que j'adore d'ailleurs, mais du coup j'ai tendance à écouter les chansons un peu en boucle le temps que ça me laisse tranquille. Très bien. En morceaux, c'est peut-être malheureusement les morceaux de l'époque de Whitney Houston. Souvent, c'était tellement méga diffusé. Et alors, j'ai jamais réellement les titres, mais en tout cas, pour elle, c'était un de ces morceaux. C'est ce qu'il y avait dans le film Bodyguard. Bah ouais. Il le dit, je l'ai en tête, c'est terrible. Hein. Moi, il a dit Whitney Houston, j'ai I Wanna Dance with Somebody qui est en train de me tourner en boucle dans la tête. Il y a des titres, parfois on vous dit le titre et c'est mort pour la journée. Donc merci Radio Nova. Je vous en prie, c'est vraiment un plaisir. Vous l'avez pour toute la soirée, Whitney Houston en boucle. Laissez-moi rappeler que Fanon de Jean-Claude Barnier avec Déborah François, Alexandre Bouillet, Stanislas Mérard, Mehdi Senoussi, Salem Kali, Olivier Gourmet et Arthur Dupont. Ce sera dans les salles demain. Courez-y. Merci mille fois à tous les deux. Allez-y, marchez. Fanon. Courez. Yeah, man. Merci beaucoup. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.